Ce qui s'est passé il y a 2 jours, c'est que le Pentagone a été interrogé sur le montant qu'il avait dépensé jusqu'à présent pour la guerre avec l'Iran. Et voici la réponse qu'il a donnée. La conversation continue. Nous n'avons pas encore reçu du Pentagone le coût de la guerre. Donc, pour le compte-rendu, nous aimerions avoir ces chiffres dès que possible. Bien sûr, il y a les munitions utilisées, mais on parle moins du fait qu'un certain nombre d'équipements ont été détruits, y compris 2 C-130 lors du sauvetage de nos aviateurs abattus. Alors, est-ce que vous avez soit, premièrement, une estimation des coûts qui va nous parvenir bientôt, soit, deuxièmement, une demande de financement complémentaire précise? Merci pour cette question. Alors, à ce jour, nous dépensons environ 25 milliards de dollars pour l'opération Epic Fury. La majeure partie de cette somme concerne les munitions. Une autre partie, évidemment, couvre le fonctionnement, la maintenance et le remplacement du matériel. Nous préparerons un budget supplémentaire via la Maison-Blanche qui sera soumis au Congrès une fois que nous aurons une évaluation complète du coût du conflit. Donc, vous dites qu'à ce stade, le coût total est de 25 milliards de dollars. Oui, c'est notre estimation du coût. Oui, alors plus tard, des responsables américains ont déclaré à CBS que le coût de la guerre, jusqu'à présent, approchait les 50 milliards de dollars. C'est le double du chiffre que le Pentagone nous avait donné. Quelle est votre compréhension de cette différence? Quel chiffre vous semble le plus proche de la réalité? Je pense que le chiffre le plus élevé est plus proche de la réalité, mais même celui-là est sans doute en dessous de la vérité, parce qu'il y a énormément de coûts liés à la guerre qui ne deviennent visibles que bien plus tard. Par exemple, les blessés. Il y a eu beaucoup de blessés dans cette guerre. Le coût de leurs soins médicaux et plus tard de leur prise en charge par l'administration des anciens combattants, qui a d'ailleurs un budget séparé de celui du département de la Défense. Donc il existe plusieurs estimations. Je pense à la docteure Bill Mess de Harvard, qui travaille avec le projet Cost of War à l'université Brown. Elle et le prix Nobel d'économie Stiglitz ont réalisé différentes estimations sur le coût d'autres guerres, comme la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan et d'autres encore. Elle estime que le coût total de cette guerre pourrait atteindre jusqu'à 1000 milliards de dollars si on prend en compte toutes les dépenses supplémentaires. Et c'est très important, pas à cause du Congrès. Le Congrès, en gros, traite le budget de la défense comme un programme pour créer de l'emploi. Ce n'est pas basé sur une analyse des menaces. Plus, c'est toujours mieux. Et bien sûr, l'administration Trump demande 1500 milliards de dollars et probablement 200 milliards de plus pour cette guerre, en financement additionnel. On ne connaît pas encore les chiffres exacts, mais c'est clairement bien plus cher que ce qu'avait indiqué le porte-parole du département de la Défense, M. Hurst. Pensez-vous qu'ils prennent aussi en compte les dépenses du côté israélien, notamment pour les munitions, les intercepteurs et les missiles de croisière qu'ils ont utilisés? Non, je pense que c'est prévu séparément, c'est pas inclus. Et tu sais, en gros, là où on en est maintenant, Nima, si je peux dire, c'est qu'on est dans une guerre d'usure, une guerre économique d'usure. En fait, c'est un peu comme si les États-Unis et l'Iran étaient deux lutteurs, chacun essayant d'étrangler l'autre. On a les mains autour de la gorge de l'adversaire et on ne sait pas lequel va perdre connaissance le premier. À un moment, l'un des deux va lâcher parce qu'il ne pourra plus tenir. Et il y a beaucoup de facteurs en jeu. L'administration Trump calcule clairement tout ça, je pense, sur la base, à mon avis, d'une mauvaise compréhension de l'industrie pétrolière.
Ils estiment que l'Iran, dans 3 semaines ou 2 mois, selon l'expert à qui on parle, commencera à perdre de la pression et n'aura plus assez de capacité de stockage pour maintenir son niveau actuel de production de pétrole. Et la pression dans les réservoirs va commencer à baisser. Et si elle baisse trop, il devient alors très difficile de redémarrer les puits de pétrole. Je pense que c'est une idée fausse. D'abord, bien sûr, c'est une réalité géologique. Quand la pression diminue dans un gisement de pétrole souterrain, il devient plus difficile d'en extraire à l'avenir. Ce n'est pas impossible, mais je ne crois pas que cela tienne compte ni de la géologie de l'Iran, ni de la capacité de la compagnie pétrolière iranienne à réduire la production sans abîmer les réservoirs. En d'autres termes, ils peuvent produire moins de pétrole, mais continuer à en produire, et ils peuvent sans doute trouver un endroit pour le stocker. On sait qu'il y a en ce moment un effort pour utiliser la liaison ferroviaire vers la Chine afin d'exporter du pétrole depuis l'Iran. L'Iran peut aussi, semble-t-il, s'appuyer sur la Russie grâce à la connexion par la mer Caspienne. Donc, à mon avis, l'estimation faite par l'administration est tout simplement irréaliste. De l'autre côté, l'Iran estime que le prix du pétrole et du gaz sur le marché international va grimper très haut. Le baril de pétrole est déjà proche de $130. Je ne sais pas quel est le prix exact aujourd'hui, mais je pense qu'on atteindra facilement $150 le baril, voire 200. À $150 le baril, le prix de l'essence aux États-Unis serait entre $4,50 et $5 le gallon. Un gallon, c'est à peu près 4 litres. Donc si on fait le calcul, ça reviendrait à environ $1 le litre, ou un peu plus, si on prend l'exemple du Brésil. Et si le baril monte à $200, on parlerait alors d'un prix à la pompe de 6, voire $6,50 le gallon. Ce serait encore plus élevé dans un État comme la Californie, où les taxes sur le carburant sont très fortes. La Californie est déjà à $6 le gallon à la pompe. Et les réactions des consommateurs américains deviendront de plus en plus fortes contre la guerre. D'ailleurs, les derniers sondages montrent que cette guerre est aujourd'hui encore moins populaire que la guerre du Vietnam, au moment même où celle-ci était la plus impopulaire. L'Iran en déduit donc que les États-Unis, politiquement, ne seront pas capables de maintenir ce contre-blocus. Je pense aussi que l'Iran observe de très près, comme d'autres, la situation des navires de la marine américaine qui assurent le blocus. Et ce n'est pas bon signe. Apparemment, leur soutien logistique est insuffisant. On a vu ce qui ressemblait à des actes de sabotage commis par des marins qui se plaignent d'être en mer depuis presque 1 an, sans repos, séparés de leur famille et privés du confort qu'ils avaient auparavant. Mais l'autre point important, je pense, dans le calcul iranien, c'est qu'en bloquant le détroit d'Ormuz dans la mesure où ce blocus est réellement efficace, et il ne semble pas l'être tant que ça, les États-Unis reviennent en fait à bloquer l'approvisionnement mondial en pétrole. Et ce faisant, ils nuisent à tous les pays du monde. Par conséquent, l'opposition internationale à ce que font les États-Unis ne peut que grandir. Et les effets en cascade de la réduction de l'offre de pétrole vont bien au-delà de ça. Je veux dire, plusieurs points ont déjà été évoqués. Le blocus du Golfe a limité l'approvisionnement mondial en engrais. L'aluminium, produit à partir de gaz dans le Golfe, ne peut plus être exporté. Le soufre, essentiel à de nombreux usages, l'hélium, crucial pour l'industrie des microprocesseurs et d'autres matières premières sont aussi concernés. Mais en plus de tout ça, le pétrole et le gaz font partie du coût de pratiquement tout. Les plastiques, par exemple, leur prix va augmenter. Le transport aussi. Les camions qui livrent les produits aux supermarchés coûteront plus cher à faire rouler. Et les produits dans les supermarchés eux-mêmes seront plus chers parce qu'il y aura des pertes de récolte et des rendements agricoles plus faibles.
because there will be crop failures and reduced yields agriculturally. Diesel, which powers the tractors and harvesters. Le diesel qui fait tourner les tracteurs et les moissonneuses sur les grandes exploitations, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Russie ou en Ukraine, tout ça devient de plus en plus cher. On parle donc d'une inflation importante et d'une récession mondiale probable. Tout cela vient en gros d'une guerre qui n'a pas été provoquée, une guerre menée par Israël et les États-Unis. Bien sûr, Israël souhaite poursuivre cette guerre. Les États-Unis, je ne pense pas qu'ils en aient vraiment la volonté. Et Donald Trump a officiellement estimé que la meilleure façon d'en sortir, c'est de maintenir ce blocus, de briser l'économie iranienne et par là même de briser la volonté de l'Iran. Je ne pense pas que ça va marcher. Mais bon, c'est son jugement. En attendant, il a aussi demandé à l'armée d'élaborer plusieurs plans pour des frappes courtes et précises contre l'Iran, censées influencer les décideurs iraniens. Là-dessus, on a déjà tout essayé, et ça n'a jamais vraiment amené l'Iran à une conclusion favorable. Donc il est très peu probable que ça fonctionne si on recommence. Et cette fois, nous sommes du côté iranien. L'Iran est entièrement prêt à riposter massivement à toute reprise des attaques contre lui. Et il fera aussi, dans la mesure de ses moyens, tout ce qu'il peut, dans un rayon d'environ 300 km, pour couler les navires qui participent au contre-blocus. Nous sommes donc dans un moment, comme je l'ai dit, où chaque camp a les mains autour du cou de l'autre, et chacun parie qu'il pourra étouffer l'adversaire avant d'être étouffé lui-même. Dans cette équation, je pense que l'Iran a l'avantage, pas seulement à cause des facteurs que j'ai déjà mentionnés, mais aussi parce que l'Iran semble prêt à encaisser beaucoup plus que ce que les États-Unis sont prêts à supporter. Il y a aussi, je dois le dire, un élément imprévisible, le Liban. Israël ne respecte aucun cessez-le-feu. Il a cessé de bombarder Beyrouth, mais il rase toutes les infrastructures au sud du fleuve Litani. Les ponts ont été détruits et tout est fait pour empêcher les habitants de revenir. Et le Hezbollah, lui, continue de résister. Il continue de tuer des soldats israéliens au Liban et de tirer des missiles sur Israël. Et on voit bien que les Israéliens supportent mal l'obligation de tenir compte de l'annonce de cessez-le-feu de Donald Trump. Ils ne l'acceptent pas, mais ils doivent quand même s'y plier, au moins en partie, s'ils ne veulent pas se couper complètement de l'administration Trump. Donc à mon avis, on est dans une sorte de limbo, une période d'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Chaque camp attend que l'autre soit à bout de force. D'une certaine manière, c'est la prolongation de la stratégie iranienne d'origine. Laisser les États-Unis et Israël s'épuiser en attaquant l'Iran. L'Iran, lui, attendra le bon moment pour agir. Et voilà où nous en sommes. Je pense qu'il est peu probable que, enfin, je crois qu'on va encore traverser beaucoup de souffrances avant que tout cela ne se termine. Je pense que beaucoup de gens seraient surpris de voir à quel point l'Iran est aujourd'hui préoccupé par la situation au Liban. Il se soucie même davantage du Liban que de l'Iran lui-même. Regardez la façon dont il parle de ce qui se passe dans le sud du pays. Mais la réalité, monsieur l'ambassadeur, c'est que les Israéliens rasent tout. Ils détruisent absolument tout dans le sud du Liban. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils peuvent y rester. Et c'est bien là leur problème. Oui, non. Ils essaient de réduire le sud du Liban au même statut que Gaza. La seule différence, c'est qu'à Gaza, les gens n'ont nulle part où aller, alors qu'au Liban, ils sont partis vers le nord. Mais il y a quand même 1 million de Libanais déplacés. Et permettez-moi de dire, enfin, il y a un vrai sujet ici. Les Libanais sont présents dans presque tous les pays du monde. Il existe une grande diaspora libanaise. Beaucoup de chrétiens libanais sont partis, mais il reste des Libanais.
Beaucoup de sunnites libanais sont partis aussi, mais eux aussi restent des Libanais. Le groupe chiite au Liban, qui constitue la base de soutien du Hezbollah, détient aujourd'hui une grande part du pouvoir dans le pays. Le gouvernement libanais ne peut pas conclure l'accord avec Israël qu'il aimerait conclure. Il voudrait désarmer le Hezbollah. Bien sûr, tout gouvernement veut avoir le monopole de l'usage de la force. Et le gouvernement libanais ne dispose pas de ce monopole. En réalité, la seule force de combat efficace, la seule résistance face à Israël, c'est le Hezbollah. Mais le gouvernement libanais veut coopérer avec Israël et avec les États-Unis qui soutiennent Israël pour se débarrasser du Hezbollah. Je ne pense pas que ce soit politiquement réaliste. Ça ne s'est pas produit et je ne crois pas que ça arrivera. Et l'autre point, c'est qu'hier, on a appris que les Israéliens retiraient plusieurs brigades du sud du Liban parce que les drones FPV leur posent beaucoup de problèmes. Vous savez, c'est la réalité. On n'a pas vu ça à Gaza parce que le Hamas n'est pas aussi avancé sur le plan des armes qu'il possède. Mais le Hezbollah, lui, est différent du Hamas. Et c'est ça la réalité au Liban. C'est différent à bien des égards. Le Hamas est issu des frères musulmans, qui sont un mouvement islamiste démocratique. Ils croient aux élections, au pouvoir du peuple par les urnes. Ils croient aussi à l'alternance des mouvements et des partis politiques au pouvoir. Ils ont dirigé l'Égypte pendant une courte période, mais ils se sont révélés très incompétents comme gouvernants. Quoi qu'il en soit, c'est un mouvement pan-islamique, présent un peu partout dans les 57 pays à majorité musulmane du monde. Il est très influent en Turquie, ce qui est aujourd'hui un facteur important dans la région. Et donc le Hamas est arrivé au pouvoir en Palestine par une élection. Il a été élu comme gouvernement. Il y a eu un coup d'État contre lui, notamment à Gaza, mené par Israël et les États-Unis, la CIA, mais il n'a jamais été renversé. Et même si je pense que beaucoup de gens à Gaza regrettent sans aucun doute que la riposte du Hezbollah contre Israël, le 7 octobre 2023, ait conduit au génocide et aux souffrances immenses qu'ils ont subies, le Hamas reste malgré tout l'autorité effective dans la partie palestinienne de Gaza. Israël a bien sûr pris 60% de Gaza derrière ce qu'il appelle la ligne jaune. Bref, voilà pour le Hamas. Le Hamas est un mouvement nationaliste démocratique authentique et c'était un mouvement politique avant de devenir une milice. Si on regarde le Hezbollah, c'est différent. Le Hezbollah était une milice qui combattait l'occupation israélienne du Liban à partir de 1982, avant de devenir le mouvement politique qu'il est devenu. Et ce mouvement politique, selon moi, est fondamentalement fasciste. Je n'emploie pas ce terme comme une insulte. Je dis simplement que c'est un État dans l'État. Quand on va à Beyrouth, ça frappe tout de suite. Moi, j'ai été très marqué quand j'y suis allé par un détail tout simple. Si vous vous levez au milieu de la nuit, disons pour aller à l'aéroport, et que vous sortez, vous voyez qui nettoie les rues. Ce n'est pas le gouvernement, c'est le Hezbollah. C'est un mouvement populaire avec sa propre milice, un État dans l'État, et il ne croit pas vraiment aux élections. Il n'a pas, comme le Hamas, ses racines dans la démocratie. Ses racines sont dans la lutte armée. Donc quand on parle avec le Hezbollah, et je leur ai parlé, on ne sait pas vraiment s'ils croient au principe un homme, une voix, une foi, ou s'ils considèrent les élections comme une véritable source d'autorité pour le gouvernement. Bien sûr, ils forment en réalité une majorité au Parlement libanais. Et ils seraient le gouvernement du Liban si le pays n'avait pas une constitution conçue par la France qui réserve la présidence à un chrétien maronite. Le président de l'Assemblée doit être chiite et le Premier ministre doit être sunnite.
C'est donc un arrangement mis en place par les Français qui reflétait, dans une certaine mesure, la répartition du pouvoir dans la société libanaise à l'époque coloniale. Mais cet équilibre n'existe plus aujourd'hui, car les groupes chrétiens et sunnites se sont affaiblis et les chiites sont désormais majoritaires au Liban. Il y a donc une constitution qui, en gros, délégitime le gouvernement libanais et laisse à Hezbollah un espace politique dans lequel il peut agir. Et c'est ce qu'il fait. Et vous savez, je ne pense pas que ce soit... c'est un mouvement aguerri, parce qu'il a participé à la défense du gouvernement Assad en Syrie face à l'effort international pour renverser ce régime, un effort qui au final a échoué. Hamas et Hezbollah sont donc très différents. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils représentent tous deux une forme de résistance à la domination et à l'expansion israélienne. Ils sont profondément attachés à leur cause, chacun à la sienne. Ils partagent certains intérêts, ils sont prêts à coopérer, mais ils ne céderont pas et ne fuiront pas. On ne peut pas les soumettre facilement, parce qu'ils sont tous les deux des expressions authentiques du nationalisme populaire. Donc je pense qu'ils sont très différents. Le Hezbollah, comme vous l'avez dit, a un autre avantage. Il a été technologiquement bien plus avancé. Il avait accès, via la Syrie et par la mer, au soutien technique iranien. Il a développé ses propres capacités de production de missiles. Sur le plan de l'ingénierie, c'est assez sophistiqué. Alors que le Hamas, lui, a été totalement isolé dès le départ à Gaza, avec seulement des armes légères, et il ne faisait pas le poids face aux Israéliens. Les Israéliens, à chaque fois qu'ils ont envahi le Liban, ont été vaincus par le Hezbollah. Et votre remarque sur l'extension de la guerre par drone, initiée pendant la guerre en Ukraine, vers le Liban, est tout à fait pertinente. Ni Israël, ni l'armée américaine ne sont préparés à affronter la guerre des drones au niveau où elle s'est développée aujourd'hui. L'Iran a montré, par son usage très habile des drones, qu'il pouvait non seulement détruire des radars et d'autres cibles, mais aussi neutraliser les défenses antimissiles qui accompagnent ses propres attaques. Israël et les États-Unis, eux, sont organisés pour des guerres courtes et décisives, pas pour des guerres d'usure. Alors qu'en face, l'Iran, le Hezbollah et le Hamas, eux, sont préparés à une guerre d'usure. Aujourd'hui, nous vivons une guerre économique d'usure. Et nous verrons si les mêmes dynamiques s'appliquent. Je pense que oui. Je ne crois pas qu'Israël et les États-Unis auront la même endurance que leurs adversaires, que nos adversaires. Will prove to have the stamina that their opponents, our opponents, do.